Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Mocaillou. Nous sommes dans le Bordelais, ça a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qui est en cause? Ce sont des pratiques commerciales trompeuses dont a été victime le consommateur d'après la justice. Alors écoutez bien, restez avec moi, on va parler de cette affaire et de son contexte, de son analyse juridique, des enseignements et des conclusions qu'il faut en tirer. L'affaire d'abord. Eh bien l'affaire, c'est celle d'une étiquette. L'étiquette du B de Mocaillou, qui est un vin de négoce, dont on considère qu'elle est ambiguë parce qu'elle reprend une calligraphie, parce qu'elle reprend le dessin d'un château qui est le même que celui du grand cru classé du château de Mocaillou. Et les juges estiment, c'est le sens de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé un jugement du tribunal de première instance en juin 2022, il y a confusion dans l'esprit du consommateur et celui-ci a été trompé par l'étiquetage des bouteilles du vin de négoce ambigu, faisant naître une confusion et laissant à croire qu'il s'agissait en réalité du vin du château Grand Cru classé. Alors quelle analyse doit-on faire de cette décision sur le plan juridique et à l'intention de tout le monde? Eh bien tout d'abord que c'est une étiquette qui est en cause. C'est une étiquette en raison de la tromperie qui peut en résulter. Donc on analyse l'étiquette et pas les mentions obligatoires ou facultatives. Non, on est au-delà de ça, on est sur la recherche du sens. On est sur la recherche du message dont le juge estime que le viticulteur ou le viniculteur ou le négociant a voulu faire passer en mettant ce vin en bouteille et en l'étiquetant de cette manière-là. Et quel est le critère? Bien, le critère, c'est le consommateur. Mais quel consommateur? Le consommateur moyen, le consommateur lambda, le même que celui qui achète dans le supermarché un paquet de lessive. Et non pas un consommateur avisé, œnologue, compétent en matière de vin, d'étiquetage, de cru, de millésime, etc. Non, le consommateur moyen. Et c'est par rapport à lui que le juge va dire, eh bien j'estime qu'il y a tromperie de la part de celui qui propose ce vin à la vente. Vous le voyez, c'est une approche très pragmatique, très concrète, également finalement très simple et basique, hein, et qu'il faut avoir à l'esprit. Alors il y a des enseignements à tirer de cette affaire. Tout d'abord, incontestablement, qu'il faut être transparent sur le vin que l'on vend, donner les bonnes informations et ne pas chercher à faire passer un message qui soit contraire au contenu réel de la bouteille et du vin qui s'y trouve. Pour cela, être vigilant sur l'étiquetage et sur le marketing en général. Ne pas se contenter d'un respect formaliste, de considérations réglementaires, j'ai respecté les mentions obligatoires et les mentions facultatives. Non, il faut aller au-delà de cela. Nous le disions à l'instant, ce que le juge recherche, c'est le message que celui qui vend, que celui qui a mis en bouteille veut faire passer. Quel est le vin qu'il propose? Qu'est-ce qu'il fait croire sur la nature de ce vin, sur sa provenance, sur ce qu'il est concrètement, réellement? C'est ça qui est en cause et c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant. Et puis, toujours parmi ces enseignements, il y a aussi celui de la formation de tous ceux qui vont travailler à cette œuvre. Alors, si on est une toute petite entreprise, pas de problème, mais dès qu'on va commencer à parler de vin de négoce, on va être dans des structures un peu plus importantes, et vous savez parfaitement que ceux avec qui vous allez travailler vont devoir effectivement être vigilants là-dessus et ne vont pas devoir vous entraîner à faire passer des messages qui ne soient pas les bons et qui vous exposent à des sanctions, parce que derrière, et c'est le dernier enseignement, les sanctions peuvent être lourdes, hein. Elles sont financières, elles peuvent se traduire par des obligations de retirer les vins de la vente, et puis ensuite elles se traduisent en termes d'image, parce que c'est l'image même de celui qui vend qui est en cause et qui est atteinte par ce type d'affaires, et nous savons comment cela se répand et comment cela se diffuse. Voilà, alors maintenant, eh bien, il faut en tirer quelques conclusions pratiques et concrètes.
Alors la conclusion, eh bien la conclusion c'est que, il faut être conscient quand on est producteur, qu'on est vigneron, qu'on est vendeur de vin, qu'on doit impérativement se soumettre à une analyse vigilante, jusqu'à y compris dans cette notion de message de l'étiquette. Et que pour ce faire, il faut s'entourer de conseils. Je ne veux pas donner l'impression de vouloir prêcher pour ma paroisse, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que Vinolex de toute façon. Vous pouvez aller voir tous les avocats spécialisés qui existent sur la planète France en matière de vente, en matière de vin. Mais il faut aller voir des personnes avisées, des personnes compétentes sur le plan juridique, des cabinets spécialisés ou alors des cabinets spécialisés en matière de marque, de manière à ce qu'ils vous disent oui ou non. Au regard de la jurisprudence, ça vous pouvez faire ou ça vous ne pouvez pas faire. Là, vous prenez un risque, là, vous n'en prenez pas. Alors voilà, sollicitez les conseils là où il faut, là où ils sont disponibles. Pour ce qui me concerne, vous avez l'adresse de mon site internet et puis je vous invite à continuer, si ça vous intéresse, d'écouter ces vidéos, de les partager, de les aimer, de façon à ce que la chaîne continue de diffuser, qu'elle se répande, qu'elle se diffuse dans le milieu des vignerons, dans le milieu professionnel de la viticulture et de la viniculture. Merci et à la prochaine.